Bonjour à tous, merci d'être venus pour cette conférence. Peut-on envisager une agriculture sans élevage? Titre volontairement un peu provocateur dont nous allons discuter pendant 1 heure. L'agriculture et plus particulièrement l'élevage sont ciblés par tous les scénarios de transition bas carbone. Considéré comme responsable de 60% des émissions de carbone du secteur, l'élevage bovin est particulièrement critiqué. À cela s'ajoute son emprise sur les terres agricoles puisqu'il représente 41% des terres agricoles praticables en France. Mais l'élevage rend aussi de nombreux services écosystémiques. 25% de la SAU est représentée par des prairies permanentes qui peuvent nourrir du bétail, stockent du carbone et jouent un rôle important dans la préservation de la biodiversité. Il est aussi pourvoyeur d'engrais pour les fermes. Et les animaux sont un excellent transformateur en protéines. L'élevage contribue aussi à recycler une partie des déchets agricoles, les tourteaux, les pulpes, etc. Bref, les arguments techniques s'affrontent sans aider à trancher collectivement vers un système souhaitable, en omettant souvent que derrière ces éléments techniques, il y a des hommes et des animaux, et que les transitions sont complexes à opérer, comme le montre l'exemple néerlandais récemment. Surtout, ces clivages binaires occultent la complexité d'un système où tous les modèles d'élevage n'ont pas le même impact, même au sein de la filière bovin-lait, comme nous le verrons, mais il y a aussi des enjeux qui questionnent notre rapport à l'animal, des rapports de force qui se sont installés depuis la sortie de la guerre, et la volonté de produire plus. Ce sont ces éléments que nous allons essayer de traiter en 1h30, on est ambitieux, en compagnie de Catherine Broca, donc, qui est animatrice en évaluation environnementale à l'IDEL, l'Institut de l'élevage, avec Maude Cloarec, qui est ingénieure et agricultrice dans les Côtes-d'Armor et qui est l'autrice d'un livre sur les vélages groupés de printemps, et Antoine Doré, qui est chargé de recherche en sociologie à l'INRAE, spécialisé dans les rapports aux vivants dans les domaines de l'agriculture et de l'environnement. Donc on commencera par une partie table ronde pour dégrossir les sujets, et on va essayer de laisser un temps long aux questions, parce que je pense qu'il y en aura beaucoup dans la salle, donc on va essayer d'avoir quelque chose d'interactif avec vous. Catherine Broca, donc tu travailles sur l'évaluation de l'impact positif et négatif de l'agriculture pour accompagner les éleveurs dans le calcul de leur impact et vers l'évolution de leurs pratiques. Est-ce que du coup tu pourrais nous présenter un peu plus dans le détail les impacts de l'élevage sur l'environnement ? Donc, bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous présenter assez rapidement l'impact de l'élevage. Avec, quand je dis élevage, c'est principalement les bovins et ruminants. Alors, juste petit rappel, là je vais passer très vite, mais effectivement l'élevage produit 3 types de gaz à effet de serre. Le méthane, lié à la digestion de l'animal, et la gestion des effluents. Ensuite, on a le protoxyde d'azote qui est lié à nouveau à la gestion des effluents et à l'apport d'azote sur les cultures. Et enfin, le CO2 qui est lié à des émissions directes sur l'exploitation liées à la consommation de carburant. Et sinon, tous les intrants achetés sur l'exploitation sont transformés en équivalent CO2, donc ils ont leur empreinte carbone quand on réalise une évaluation environnementale. Alors pour vous donner un ordre d'idée, mais vous l'avez peut-être déjà en tête, sur l'exemple d'une exploitation bovin-lait spécialisée, là c'est la répartition, les sources d'émissions pour des bovins-lait, et vous voyez que la partie en jaune, c'est le méthane entérique, représente 50% des émissions. Ensuite, on a la gestion des effluents, où on a du protoxyde d'azote et du méthane qui représentent 20%. Ensuite, on a la fertilisation des cultures, on apporte de l'azote sur les cultures, ça se traduit par des émissions de protoxyde d'azote, ça représente en moyenne 11%, et le reste, c'est tous les intrants, donc les achats d'aliments qui représentent 10%, carburant, électricité, 5% des émissions, les achats d'engrais, 3%, et un petit peu d'achats animaux, 1%. Donc on voit bien effectivement que l'animal en lui-même, avec le méthane entérique et la gestion des effluents, il pèse pour pratiquement 70% des émissions du lait. En bovin viande, donc le produit viande, on va être sur des répartitions assez comparables. Donc voilà, ça vous donne une idée du poids des différentes sources d'émissions sur une exploitation bovin-lait. Alors après, on parle souvent des systèmes. Donc en système laitier, comment on les distingue? On a les systèmes herbagers, système herbe-maïs, système maïs de plaine. Et puis on a la montagne où pareil, on distingue maïs et herbager. La règle de décision, c'est la part de maïs dans la SFP. Donc un herbager, on a moins de 10% de maïs dans la SFP. Le herbe-maïs, on va avoir entre 10 et 30. Et puis le maïs, on a plus de 30% de maïs dans la SFP.
Donc vous voyez, là, c'est les résultats d'émissions de gaz à effet de serre par litre de lait. Et donc, il n'y a pas de différence fondamentale entre les systèmes. Que ce soit un herbager, maïs, herbe maïs, on a une empreinte carbone du lait de 1 kg équivalent CO2 par litre de lait. En montagne, on est un tout petit peu plus élevé, mais on est sur des systèmes où il y a de l'AOC, donc moins de productivité par rapport à la plaine, plus d'intrants aussi, plus de bâtiments. Donc voilà, ça s'explique par le contexte montagne qu'on ait des résultats un petit peu plus élevés. Et donc pas de différence. Pourquoi pas de différence? Tout simplement parce que les systèmes herbagers, souvent, ils consomment moins d'intrants. Moins d'animaux à nourrir par hectare et donc moins d'intrants. Donc ils réduisent tout le post-intrant. Par contre, ils ont une productivité un tout petit peu plus faible qui va être de 5500 6000 litres par vache, alors que les systèmes herbe-maïs et maïs, on va voir la productivité par vache augmenter un petit peu. Et le système maïs ne va pas très haut, hein, on est à 7500 litres par vache. Et par contre, on a un tout petit peu plus d'intrants à apporter avec le maïs et puis sur les cultures. Donc voilà, ça s'explique la compensation. D'un côté, on produit un petit peu plus, de l'autre côté, on consomme moins d'intrants. Donc ça explique ces différences et au final, un résultat assez comparable entre les systèmes. Alors les leviers, je viens d'en citer quelques-uns. Sur le plus gros poste qui est méthane-entérique, ce qu'on travaille avec les agriculteurs, c'est déjà de travailler sur l'équilibre des rations, réduire les quantités d'azote, les quantités de concentré, améliorer la conduite du troupeau, donc la santé du troupeau, l'élevage des genisses, ce qui permet de réduire le nombre d'animaux en fait sur l'exploitation en gardant une production stable. Ensuite, sur la gestion des déjections, là, ça a des coûts un peu plus importants, mais on peut couvrir les fosses pour réduire les pertes de méthane et protoxyde d'azote. Et ensuite, on peut travailler sur la conduite des prairies en réimplantant des légumineuses dans les prairies, en réimplantant des prairies tout simplement, donc en faisant un switch du maïs vers la prairie. Et donc la légumineuse, son intérêt, elle va pouvoir réduire les achats d'intrants aliments et réduire les achats d'intrants engrais minéraux. Ensuite, on repasse sur des leviers d'optimisation, sur la gestion de l'azote, des concentrés. Pareil, au regard de la production sur l'exploitation, production des cultures, c'est d'apporter la juste dose au bon moment et puis valoriser au maximum les effluents organiques de l'exploitation pour limiter les achats d'engrais minéraux. Et puis après, au final, fuel électricité qui pèse pas lourd dans la balance, pareil, il faut travailler l'optimisation, il peut y avoir des investissements à faire pour réduire l'électricité avec des pré-refroidisseurs, récupérateurs de chaleur, réorganiser un petit peu le parcellaire, mettre du pâturage, parce que plus de pâturage, ça va permettre de réduire les consommations de fuel, ça va permettre aussi de réduire les achats de concentrés. Si on met des légumineuses, je reboucle, on va pouvoir réduire les achats d'engrais, encore plus les achats de concentrés. Donc voilà, le pâturage, il a un vrai effet sur plusieurs postes, en fait, à la fois sur le fuel, sur les concentrés, sur la conduite des prairies et la gestion de l'azote. Donc ça, c'est un levier qui aura des impacts multiples. Alors ça, c'est les émissions, mais il ne faut pas oublier que l'élevage de ruminants, il est indissociable de la présence de la prairie. Alors la prairie, parce qu'il la valorise, c'est le seul qui est capable de la valoriser. Alors le contre-effet, c'est qu'il produit du méthane, parce que voilà, notre ruminant, il est capable de transformer la prairie en lait, en viande, mais en intermédiaire, on a du méthane entérique. Et puis, il permet aussi de valoriser des surfaces qui sont pas mécanisables, en fait, et je pense à la montagne en particulier. Donc derrière, voilà, la ration d'une vache moyenne, alors là, c'est les bovins, c'est bovin lait, bovin viande. Donc l'herbe, elle va représenter 65% de la ration d'une vache, d'un troupeau laitier français, avec 20% de maïs, et tout le reste, c'est des concentrés, énergie, protéines, pour équilibrer les rations. Derrière, comme notre ruminant valorise principalement l'herbe et les coproduits, aujourd'hui, pour l'élevage ruminant, 95% des protéines que mangent les ruminants ne sont pas en compétition avec l'animal. Parce que voilà, c'est de l'herbe, c'est des coproduits, donc on achète encore un petit peu de concentré, mais ça ne représente que 5%. Alors ça, c'est une moyenne bovin-lait, bovin-viande, avec les ovins aussi et les caprins. Si je regardais que les bovins-lait, par exemple, on serait à 89%. Derrière aussi, la prairie, c'est du stockage carbone. Donc à nouveau, le bovin, les ruminants permettent le maintien des prairies. Et on voit ici sur ces deux cartes, à gauche, on a le stockage carbone. Et de l'autre côté, l'autre carte plus verte, on a la part des prairies dans la SAU. On voit très bien que la part, le stock
le stockage, le pourcentage de matière organique dans les sols, à gauche, est très corrélé à la présence des prairies dans les surfaces. Et qu'en moyenne, on a pratiquement 85 tonnes de carbone stockées sur 1 hectare de prairie. L'autre élément, la prairie, c'est aussi des haies et des paysages. Alors, on voit que les haies sont surtout présentes à l'ouest, parce que c'est typique des paysages de l'ouest, mais on voit bien que là où est présent la prairie et donc le ruminant, on retrouve des haies. Et si on compare, pour avoir quelques chiffres, 1 hectare de prairie permanente est associé en moyenne à 160 mètres linéaires de haies, alors qu'en hectares labourables, on n'est plus qu'à 56 mètres linéaires de haies. Les ruminants aussi, par la présence des ruminants, c'est aussi du débroussaillage, et là on va penser aux incendies. C'est aussi des zones tampons dans les zones inondables, grâce toujours à la prairie. Et puis, autre exemple, le pâturage dans les montagnes, c'est ce qui permet de garantir, de limiter les avalanches, parce que le manteau neigeux est beaucoup plus stable avec une prairie qui a été pâturée. Bon, c'est quelques exemples pour montrer l'intérêt du ruminant et de la prairie en particulier, parce que le ruminant est le seul à la valoriser, et que si on n'a plus de ruminants, c'est des broussailles qui se développent. Si j'ai une prairie, j'arrête de la pâturer ou de la faucher, derrière, c'est des broussailles qui vont s'installer, et donc derrière avec des risques associés. Et puis on ne produit plus rien. L'autre élément du ruminant, c'est la bouse sur la pâture. Donc une vache, globalement, c'est 12 bouses par jour sur une pâture. C'est un petit écosystème à lui-même, la bouse, où on va avoir, ça va nourrir tout un petit monde avec les insectes, les vers de terre, et c'est eux qui vont permettre la destruction de cette bouse pour derrière améliorer la fertilité des sols, la matière organique, le stockage carbone, et faire des économies d'engrais. Donc c'est là aussi le rôle du ruminant sur la prairie est fondamental, parce qu'on referme le cycle. Il mange la plante et la matière organique revient au sol par le biais de la bouse ou des effluents qui vont être épandus. Et derrière, ça se traduit aussi par une meilleure fertilité des sols. Et là, vous avez quelques indicateurs de concentration en ADN microbien. Et on voit que la prairie est à 11,6 comparé aux autres types d'occupation des sols. On voit que la prairie a un vrai avantage et elle contribue vraiment à la diversité aussi, à la biodiversité dans les sols et à la fertilité des sols. Alors, je n'ai pas parlé d'érosion également, mais effectivement, la présence des prairies permet de limiter l'érosion. Donc derrière, et dernier élément important à avoir en tête aussi, la présence de l'élevage, elle permet la diversité des rotations. Et là, on voit à nouveau l'élevage qui est à l'ouest, le croissant laitier, qui fait toutes les bordures nord de la France pour ensuite redescendre vers le Massif central et les Alpes. Vous voyez, plus c'est vert, plus il y a une diversité dans la rotation, et donc on voit bien que l'élevage favorise la diversité des rotations. Et donc là, ce que ça montre, c'est la complémentarité entre l'élevage et les cultures, parce que derrière, plus ma rotation va être longue et diversifiée, moins je vais utiliser de produits phytosanitaires, parce qu'il y aura moins de maladies, je vais améliorer la qualité des sols et je vais faire des économies d'intrants. Et donc l'élevage dans une rotation, il est fondamental, et quand je dis élevage, c'est aussi la prairie en fait, elle est fondamentale pour, dans le système de culture, limiter l'usage des intrants et améliorer la fertilité des sols. Et pour conclure, c'est ce petit exemple, c'est qu'aujourd'hui, on voit se développer dans les exploitations agricoles, que ce soit grande culture, mais aussi élevage. On a un système de culture qui est la prairie permanente, et puis à côté, on a des systèmes de culture sans prairie temporaire, et puis des systèmes avec prairie temporaire. Et là, c'est un exemple de système de culture sans prairie temporaire, avec une rotation qui est déjà longue, de 6 ans, et puis surtout des intercultures. Intercultures avec des couverts de légumineuses, des dérobés qui vont permettre de nourrir l'élevage. Et donc là, on voit que ces systèmes-là, qu'est-ce qu'ils essayent de faire ? C'est de mimer la prairie permanente en ayant une couverture permanente des sols, ce qui va permettre beaucoup de contributions positives. Déjà, la longueur de la rotation, à nouveau, va permettre de limiter l'usage de produits phyto, parce que moins de maladies. Derrière les légumineuses, en interculture, ça permet de limiter les usages d'engrais minéraux. Et puis, on nourrit notre troupeau avec des intercultures. Et puis, on a un sol couvert en permanence, donc moins d'érosion, moins de risque de perte d'azote vers l'eau. Donc ça, c'est des systèmes aujourd'hui qui se développent. Et l'objectif derrière, c'est de mimer la prairie permanente. Alors, ce ne sera jamais équivalent à une prairie permanente, mais voilà ce qui se développe aujourd'hui dans l'agriculture. On le voit quand même pas mal dans les élevages en Bretagne. Et c'est tous les travaux de recherche, beaucoup de travaux de recherche tournent autour de ça, de mimer cette prairie permanente dans une rotation.
Donc pour conclure, le système agricole et l'élevage permet le maintien des prairies permanentes. Et la prairie permanente, elle a une biodiversité, elle permet une biodiversité de stockage carbone. Elle a plein d'atouts, je viens de vous les présenter. Donc c'est le système agricole qui a le plus d'impact positif d'un point de vue environnemental. Donc les objectifs en élevage, c'est de réintroduire de l'herbe sous toutes ses formes. Ça peut être, alors la prairie permanente, c'est plus compliqué parce qu'elle n'a pas la même productivité qu'une prairie temporaire, mais ça peut être aussi des prairies temporaires, mais c'est aussi des intercultures qui permettent de produire de l'herbe riche en azote. Tout ça pour améliorer l'autonomie des élevages. Et ça, aujourd'hui, c'est un enjeu majeur dans les élevages parce qu'on l'a bien vu l'année dernière, le coût des intrants a explosé. Donc améliorer l'autonomie pour produire sur l'exploitation ses propres intrants, donc avec des légumineuses à nouveau, voire des céréales autoconsommées, et ça va être des enjeux majeurs pour demain. Mais derrière, on a une grande diversité de systèmes en France, c'est ce qui fait notre richesse, c'est ce qui fait qu'on a différents produits, des produits conventionnels, des produits AOC, des produits bio, qui permettent de répondre à toutes les demandes, en fait, de prix, de qualité. Et puis derrière, donc ces systèmes-là, il faut les préserver, les améliorer, les préserver. Il y a un besoin de résilience aussi à terme, parce qu'on ne va pas parler de changement climatique aujourd'hui, mais c'est vrai que le grand défi qui arrive quand même, c'est d'adapter nos systèmes fourragers au changement climatique, on le voit bien. On a beaucoup de mal à faire des stocks aujourd'hui. Dans certaines zones en France, ça fait 3 ans qu'il est compliqué de faire des stocks. Donc derrière, si on n'a pas de stock, c'est des effectifs qui vont être réduits dans les exploitations. Tu peux mettre la dernière, s'il te plaît. Ah, pardon. C'est pour mode. Ouais, excuse-moi. Excuse-moi. Merci Catherine pour cette présentation. Donc on a vu dans un premier temps l'impact de l'élevage. On a vu ensuite des pistes d'amélioration de cet impact pour montrer qu'il y avait des pratiques qui pouvaient être vertueuses. Mode, du coup, toi tu es agricultrice dans les Côtes d'Armor. Ouais, tu peux. Est-ce que du coup tu peux nous présenter un peu ce que tu as mis en place sur ta ferme et les impacts que peut avoir le système que tu as à la fois sur le niveau technique, et on n'a pas du tout parlé là du niveau un peu sociologique, mais qu'est-ce que ça peut donner un système différent sur une ferme d'élevage? Merci. Oui, alors je me suis installée moi il y a 6 ans et mon conjoint il y a 10 ans, donc des installations encore récentes. Donc on est installé dans le centre Bretagne, Côte d'Armor. Et donc aujourd'hui, les enjeux qu'on a au niveau agricole, il est de réduire de près de moitié les émissions de gaz à effet de serre. Alors ça n'a pas été notre démarche absolue au départ, mais en fait aujourd'hui on a mesuré notre évolution et on voit qu'on obtient aujourd'hui une ferme qui va au-delà de ces enjeux. C'est-à-dire qu'on est proche de la neutralité climatique sur notre ferme. Donc, on a réduit notre empreinte carbone de 85% si on se compare à l'élevage, la moyenne des élevages français laitiers aujourd'hui. Donc, c'est passé par 2 postes. L'augmentation du stockage du carbone et aussi la réduction des émissions brutes. Alors, en fait, comment on s'est débrouillé pour ça? On s'est dit comment on veut gérer notre ferme déjà. On n'avait pas envie de produire le plus possible par vache, par personne. On ne voulait pas maximiser la production de notre outil ferme. Nous, on voulait pouvoir travailler avec ce que la ferme était capable de produire le plus naturellement possible. Et produire aussi avec les 2 humains que nous étions, et sachant qu'on voulait des enfants et du temps libre. Voilà un peu ce qui nous a guidés, nous. Donc finalement, la décision qu'on a prise, donc on est parti d'une ferme classique, il y avait un peu de pâturage, il y avait du maïs, il y avait du soja qui venait du Brésil, il y avait des céréales qui partaient majoritairement pour le hors-sol, il y avait des pesticides, etc. Et donc on s'est dit, on va repasser en herbe toute la surface qui est dédiée à nos animaux. Et donc, déjà, à partir du moment où tout repasse en herbe, c'est un peu les chiffres que présentait Catherine, on a amélioré le stockage carbone forcément de la ferme, d'autant plus. Alors, on a conservé les talus existants, on avait la chance d'avoir beaucoup de talus anciens,
Et en plus, on a réimplanté des haies, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a plus de 10 000 mètres linéaires de haies et d'anciens talus sur une ferme qui fait 70 hectares. C'est du travail en hiver, mais la beauté du paysage qui va avec. Et donc, repasser tout ça en herbe et en prairie permanente et bocagère, donc du coup une augmentation du stockage de carbone. Donc, d'après les diagnostics, on a amélioré par rapport à la ferme France laitière de 175% le stockage de carbone. On a agi sur un deuxième poste également, donc c'est la réduction des émissions. En remettant finalement nos herbivores, que sont nos vaches, à l'herbe. Ça apparaît évident, mais aujourd'hui, la majorité des fermes françaises, la vache ne mange que 15% d'herbe sous forme de pâturage, donc c'est très peu. Nous, en fait, elle ne mange que de l'herbe. Donc, en les remettant à l'herbe, plus besoin d'aliments, puisque l'herbe est naturellement équilibrée. Pour nos prairies permanentes, plus besoin non plus d'engrais, puisque c'est les vaches qui amènent par leur bouse l'engrais, et en plus le trèfle qu'on laisse naturellement pousser sous réserve d'une bonne gestion de l'herbe par le pâturage, donc qui amène lui-même naturellement l'azote de l'air grâce à ses nodosités qui le restituent à l'herbe. Et puis plus besoin de pesticides non plus, en étant en toute herbe. Donc une amélioration sur ces postes-là, une amélioration aussi sur le poste du carburant, des énergies en général, puisque finalement c'est les animaux qui se déplacent vers leur alimentation. Et en plus, chose qui a énormément joué, puisque nous sommes passés en toute herbe, on s'est dit qu'il fallait que nos vaches produisent du lait au moment où l'herbe pousse. Ça paraît très évident comme ça, mais c'est pas du tout le classique en élevage laitier aujourd'hui, puisque on a étalé les naissances tout au long de l'année, donc pour lisser le maximum la production, plutôt dans un souci pour l'industrie laitière qui est derrière, de lisser les volumes. Nous, on a fait le choix, un herbivore, normalement, ça met ses petits à la naissance au printemps, enfin fin d'hiver, début du printemps, parce que l'herbe recommence à pousser, elle est au maximum de sa production au printemps, été, automne, ça repousse un petit peu aussi, et puis l'herbe arrête de pousser en hiver. Et bien nos vaches, elles font pareil. Elles mettent bas en fin d'hiver, début de printemps, donc chez nous, c'est fin février, début mars. Elles commencent donc à produire du lait. On leur laisse les petits sous la mère pendant cette période-là. Et ensuite, elles vont produire du lait jusqu'à la mi-décembre, où chez nous, l'herbe commence vraiment à ralentir, voire à arrêter de pousser. Et donc là, elles sont toutes taries en même temps et donc ne produisent plus de lait. Et en fait, par cette technique, on a encore amélioré du coup notre efficacité, puisqu'on a très peu besoin de carburant, puisqu'on fait un tout petit peu de foin issu des excédents du printemps qui sera redistribué en hiver au moment où les animaux sont taris pour pallier à cette baisse de production de l'herbe. Les animaux continuent de sortir, eux, par contre, à l'extérieur. On a évidemment diminué notre consommation de plastique, enfin tout ce qui va avec, puisqu'on ne fait plus que du foin, donc plus besoin d'enrubanage, d'ensilage, etc. Donc tout ça, ça a joué sur énormément de postes en fait de réduction des émissions, et donc nos émissions brutes ont été réduites de 57%. Donc au final, si on accumule la réduction des émissions brutes de 57% et l'augmentation du stockage de 175%, ça fait donc, si je ne me trompe pas, c'est ça, une amélioration. On a réduit donc l'empreinte nette de 87%. Donc tout ça pour dire que c'est possible. Après, en termes de biodiversité, parce que souvent, en fait, ce que je trouve dommage, c'est qu'on sépare l'enjeu carbone d'un enjeu biodiversité et d'un enjeu social. Sauf que pour moi, si on n'a pas la globalité, ce sera compliqué d'aller vraiment plus loin. Là, à cette solution sur le carbone, on apporte aussi une solution sur la biodiversité, puisque, comme je vous le disais, les vaches sont sur des prairies permanentes entourées de haies. Donc, en termes de biodiversité, donc toujours parmi les diagnostics de l'IDEL, on a amélioré de 70% la biodiversité, avec un petit défaut, entre guillemets, de l'outil, mais aucun outil n'est parfait, c'est que les forêts ne sont pas prises en compte, et nous, on a volontairement laissé des forêts sur la ferme. Donc et aussi les zones humides. On a une dizaine d'hectares de zones humides qui ne sont pas pris en compte dans la biodiversité, et pourtant on sait que ce sont des hotspots, comme on dit, de biodiversité. Donc
voilà, donc pour moi, on allie et carbone et biodiversité, chose qu'on n'allierait pas dans une solution plus technologique. Et enfin, un dernier intérêt que je vois aussi à ce genre de solution, qui ne sera jamais la solution, mais qui fait partie des solutions, c'est la dimension sociale. C'est-à-dire que nous, clairement, on a changé de métier. On est passé d'un métier où on nous demandait de produire à un métier où on produit avec ce qu'on a, avec ce que la nature nous permet de produire. Alors des fois, ça va bien, puis des fois c'est plus difficile. Et donc, ça nous a obligés également à diversifier un petit peu la ferme aussi, puisque ça, c'est pas pris en compte dans le diagnostic carbone, mais on a replanté des linéaires de fruitiers dans nos prairies permanentes. Et donc ça, comme c'est ramené à chaque fois au litre de lait, ça n'apparaît pas. Et donc, ça devrait améliorer. Et donc, au niveau social, en fait, le fait d'avoir des naissances qui se passent au printemps, donc finalement des saisons où il y a du travail, donc c'est plutôt le printemps et le début d'été, et ensuite des saisons plus creuses, donc nous, à partir de la mi-juillet, les vaches, il n'y a plus qu'à traire, entre guillemets, puisque les foins sont faits, les veaux sont nés, les vaches ont également été avec le taureau, donc du coup, elles sont pleines à nouveau. Et donc, il n'y a plus qu'à traire jusqu'à la mi-décembre, période à partir de laquelle on ne traite plus. La salle de traite est fermée pendant plus de 2 mois. Donc, ça nous a été aussi une solution intéressante sur le plan social, puisqu'en fait, ça permet vraiment de souffler. En fait, aujourd'hui, ça nous a facilité la monotraite, parce que l'élevage, c'est quand même réputé pour travailler pendant des heures, pour pas gagner sa vie et potentiellement se suicider à la fin. C'est quand même l'image aujourd'hui qu'on entend souvent. Donc nous, ça nous a permis la monotraite, puisque tous les animaux sont au même stade de lactation. Donc du coup, c'est beaucoup plus facile d'utiliser la monotraite. Nous, aujourd'hui, on est en monotraite du coup pendant les 10 mois de lactation. Donc ce qui permet de finir sa journée d'astreinte vers 11h30. Et ensuite, l'après-midi, c'est dédié soit à d'autres travaux de la ferme, soit à des réunions. Moi, je suis administratrice à Biolay, par exemple, ou dans les CIVAM, et d'avoir un temps personnel après. Ça a permis aussi donc d'arrêter de traire pendant 2 mois et demi. Donc ça, c'est une vraie pause. Alors, on ne fait pas rien pendant 2 mois et demi, puisque je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de haies, donc il y a quand même de l'entretien, puis vérifier que nos animaux vont bien. Mais c'est une vraie pause et un soulagement pour les éleveurs. Et ça facilite également énormément le remplacement, parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai souci pour l'élevage. Et donc, dans un système qui est moins gourmand en temps de travail et où les tâches sont faciles, en fait, on a juste à mettre des animaux dehors, vérifier les clôtures, l'eau, etc. Et puis, des animaux en plein air, c'est quand même aussi quelque chose d'agréable. Donc, le remplacement est facilité. Une dernière chose, ça nous a, en fait, souvent on oppose écologie et économie. En fait, nous, on gagne mieux notre vie aujourd'hui. Puisque, alors là, je vous avais mis, je sais que c'est des chiffres qui parfois choquent, mais moi je préfère parler de revenus aussi, parce que en fait, on nous pousse souvent à une productivité, et effectivement, on peut gagner beaucoup, mais on oublie de parler du temps de travail qui est en face. Et pour moi, c'est un vrai souci pour l'avenir. Donc nous, on est environ sur 6 000 € par mois, à diviser pour 20 heures de semaine annualisées. Donc ça nous paraît être un revenu qui est bon en fait, et qui est aussi nécessaire vu la charge qu'on a des animaux. Même si on n'a pas à les traire, on a quand même des animaux toute l'année. Donc ça nous permet aussi du coup d'être un potentiel attractif pour les jeunes, chose qu'on voit en fait aujourd'hui. On a commencé à communiquer. Il y avait des producteurs qui travaillaient comme ça, mais de façon extrêmement minoritaire depuis 30 ans. Et en fait, on n'en parlait jamais. On a fait tous les deux des études d'ingénieur, on n'en a jamais entendu parler. Et là, nous, on a décidé, sans doute que les 35 heures sont passées par là, les jeunes n'ont plus le même rapport au travail non plus. Et nous, on a décidé de communiquer là-dessus. Donc c'est pour ça, comme tu disais, on a écrit un livre pour rappeler. Alors c'est plus un livre à destination des futurs éleveurs, mais aussi à toute la sphère qui est autour. Et ça nous a permis du coup de rencontrer plein de jeunes en fait qui avaient l'envie de travailler avec des animaux, de travailler en extérieur, mais l'élevage qu'on nous montre, ça leur donnait pas du tout envie. Et là, depuis qu'on a communiqué là-dessus,
on a beaucoup de porteurs de projets et beaucoup de fermes qui sont en train d'être prises, et heureusement, parce qu'il y a la moitié des fermes où il va y avoir besoin d'une transmission. Et donc, voilà, pour nous, c'est vraiment un système qui montre qu'on peut être performant tout en s'appuyant sur les saisons, et puis qui donne envie de s'installer aussi par sa rémunération ramenée à leur travail. Merci beaucoup, Maud. Donc c'est un problème qui est complexe. Quand on a préparé cette conférence, on a vu qu'il y avait des arguments techniques en fait dans les deux sens. C'est ce qui vous a été présenté là. Il y a des systèmes qui sont un peu plus vertueux que d'autres. Il y a des inconvénients majeurs à l'élevage. Il y a des chiffres qui peuvent aller dans un sens ou dans l'autre selon comment on présente un peu ou qui présente. Et du coup, ça nous a semblé très intéressant de voir qu'est-ce que du coup la sociologie peut amener là-dedans pour nous aider, un peu nous guider dans ce choix de société à faire sur l'élevage. Donc Antoine, je te laisse nous. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Donc moi, je suis sociologue. Alors, je suis pas venu dans ma besace avec beaucoup de chiffres. Non pas que la sociologie s'intéresse pas aux chiffres, mais parce qu'il m'a semblé important plutôt d'essayer de mettre un peu l'accent là pendant ces 10 minutes, plutôt sur la question des mécanismes, des processus qui sont parfois invisibilisés un peu par des débats parfois sans fin sur des chiffres. On a vu l'importance des chiffres, notamment avec l'intervention de Catherine. On a vu avec Maud que derrière ces chiffres, ensuite, il y avait des réalités. Et là, on a eu un exemple très clair sur un cas. Et moi, en tant que sociologue, ce que je voudrais, c'est d'essayer de prendre un peu aussi de distance en regardant une pluralité de cas et peut-être contextualiser, dire que Maud, c'est un cas vraiment intéressant et comme tu l'as dit, il y a des effets boule de neige très intéressants, etc. Moi, je vais peut-être davantage mettre l'accent sur des effets de structure et montrer éventuellement les freins et les leviers à ces transitions. Alors, bon, la question, c'était peut-on envisager une agriculture sans élevage? Alors d'abord, en tant que sociologue, moi, le réflexe que j'ai, c'est je me dis, mais pourquoi cette question? Et pourquoi cette question, elle arrive maintenant, ici? Je travaille par ailleurs sur la cause animale. Et pour moi, cette question, la manière dont elle est formulée ici, elle est vraiment, on dirait, une question posée par des militants animalistes parce qu'en fait, elle met vraiment l'accent sur la possibilité ou pas, alors de manière provocante, tu l'as dit, mais voilà, est-ce qu'en gros, on peut abolir ou pas l'élevage? C'est ça la question là qui est posée. C'est une question qui, dans ces termes-là, en fait, est vraiment très nouvelle dans les arènes, on va dire, qui relèvent de la cause environnementale. Dans les arènes qui relèvent de la cause animale, elle existe cette question depuis les années 70. Non pas que la cause animale, elle date des années 70 en France, elle est très ancienne, elle date du XVIIIe siècle, les enjeux de protection animale, etc. Ce qui s'est passé dans les années 70, il y a eu une espèce de tournant, on a vu une nouvelle déclinaison de la cause animale qui s'est développée, qu'on appelle aujourd'hui l'animalisme, qui a été un peu les premiers, et qui en France finalement est arrivé très tardivement, plutôt dans les années 2010. Tout le monde a en tête, par exemple, l'émergence publique de ces questions-là avec les actions d'L214. C'était assez nouveau pour des Français de voir en fait des acteurs, des militants sur la scène nationale qui cherchaient à dire peut-être qu'il faudrait abolir tout simplement l'élevage. Et l'enjeu derrière, c'est plutôt de mettre l'accent sur des enjeux d'exploitation des animaux, etc., avec une dimension morale forte. Chez les acteurs de la cause environnementale, cette question, elle est pas nouvelle, le fait de questionner la place de l'élevage, mais elle s'est jamais ou très rarement formulée sous l'angle de faut-il ou pas, d'envisager une agriculture sans élevage en fait. L'enjeu, c'était de cibler très clairement des types d'élevage particuliers, notamment l'élevage industriel. Donc voilà, juste pour resituer un peu de manière un peu historique, resituer aussi de manière un peu géographique et culturelle en fait. Se dire aussi cette question, elle se pose aujourd'hui ici, là, on est dans un pays riche, dans un pays aussi où globalement l'élevage, il y a eu une industrialisation des activités de production animale très forte. Mais il faut quand même rappeler que cette question, elle ne se pose pas ou elle serait très bizarre dans toute une série d'autres aires géographiques du globe. Il faut rappeler que selon la FAO, il y a plus d'1 milliard de personnes aujourd'hui qui vivent de l'élevage pour leurs conditions d'existence au quotidien, le transport, la traction, etc., et la sécurité alimentaire. On pense aux zones subsahariennes, on pense aux zones du nord ou du extrême nord, extrême sud du globe, l'Asie du Sud. Enfin, tout ça pour dire que poser cette question de dire peut-on ou pas envisager une agriculture sans élevage dans certaines cultures pastorales, par exemple, où on ne peut pas cultiver la terre, bon, la question, vous comprenez qu'il faut la relativiser. Donc là, je vais très vite là-dessus. En tout cas, pour revenir sur les pays riches
et contemporain. Donc aujourd'hui, chez nous, qu'est-ce qui se passe? On voit quand même qu'il y a il y a quand même une sorte de consensus scientifique de plus en plus large sur le fait qu'il faudrait quand même réduire les activités de production, réduire la production et la consommation, donc aussi l'importation, de produits animaux. Ça, c'est quand même une sorte voilà, un consensus qui est de plus en plus établi, même si ensuite il y a quand même des débats sur ensuite à quel point on va diminuer le cheptel, par exemple. Vous avez peut-être entendu parler de ce rapport de la Cour des comptes qui est sorti fin mai et qui, du coup, a généré tout de suite des débats assez importants autour de cette question. Ça illustre un peu cette question voilà, chez nous, en France, notamment, actuellement. Alors, en fait, ce qui est important, c'est quand même de considérer qu'aujourd'hui, on voit que ces activités d'élevage, elles posent toute une série voilà, de débats qui, alors, ne sont pas simplement climatiques, hein. Il y a des enjeux nutrition-santé sur la consommation de viande, il y a des enjeux de biodiversité, ça a été dit, d'eau, des questions de pollution, toute cette zone Bretagne, Pays de Loire notamment, qui est très touchée historiquement par ces questions. Bon, et donc voilà, il y a ce consensus, ça mène un peu à cette espèce de consensus sur le fait qu'il va falloir quand même, il faut à un moment faire quelque chose, on ne peut pas continuer comme ça. Bon, par contre, derrière ensuite les questions de ce relatif consensus sur il faut diminuer, il faut quand même aborder les choses ensuite un peu avec nuance et se dire mais quelles sont aussi les conséquences de cette diminution et peut-être une manière de faire, quand on est sociologue notamment, ce sur quoi on peut insister quand on regarde aujourd'hui c'est quoi l'élevage, on voit qu'en fait l'élevage ça recouvre quand même des réalités très diverses. Alors des réalités techniques et économiques très diverses, ça c'est clair, entre un élevage hors sol industriel intégré ou un éleveur de poulets qui livre en fait, qui finalement juste quelque part, il fait du travail à façon pour un grand groupe, ou par exemple ce que nous a présenté Maud tout à l'heure, bon voilà, vous voyez déjà que c'est très très différent. Donc des réalités techniques et économiques très différentes, mais aussi, ce sur quoi je voulais insister, c'est aussi des réalités sociologiques aussi très différentes. Et notamment, ce que j'entends par réalité sociologique, il y a plein de manières de les aborder, mais on pourrait dire notamment qu'on a des configurations relationnelles entre humains très différentes. C'est des relations entre les humains très différentes, et aussi des relations entre les humains et les animaux. Parce que ça aussi, c'est important pour moi de dire qu'en tant que sociologue, on peut aussi s'intéresser aux animaux, notamment aux relations humains-animaux. Les animaux, aujourd'hui, contribuent à la manière dont on vit ensemble en société, et donc c'est important de prendre en compte aussi cette question des relations humains-animaux. Alors, nos liens aux animaux d'élevage, premier point important, c'est de bien considérer qu'ils ne s'inscrivent pas seulement dans des rapports de production. On a souvent tendance à rapidement les présenter dans des rapports de production. Et ça, c'est pas anodin. On a fini par penser que nos rapports aux animaux d'élevage, ça s'inscrivait dans des rapports, et quasiment seulement dans des rapports de production. Ça, c'est aussi le fruit d'une histoire de l'industrialisation des productions animales qui nous a conduit à résumer en gros nos rapports aux animaux à ces rapports de production. Ce qu'il faut quand même insister, il faut insister sur le fait que c'est aussi des rapports, subjectifs qu'on a à ces animaux, c'est des rapports affectifs, des rapports moraux qui se jouent et qui justement ces rapports-là ont été assez largement anéantis par par l'industrialisation. Il faudrait définir ce qu'on entend par industrialisation, mais c'est un mot un peu rapide, mais voilà, ça a été relativement... ces rapports moraux et affectifs ont été un peu invisibilisés par cette industrialisation. Alors l'élevage, donc, c'est une activité millénaire qui est tournée plutôt vers le soin des animaux, là où justement l'industrialisation qui est apparue en gros au cours du 19e siècle, et avec notamment la scientifisation des productions animales, a plutôt, été tournée vers la maximisation des productions. La maximisation des productions qui a conduit ensuite les effets collatéraux. Alors effectivement, là, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Il y a eu un progrès énorme des volumes de production, etc. On s'est mis à consommer, on a pu consommer, et pour pas cher, un nombre important de produits animaux. Ça, c'est un fait indéniable, et c'était le projet de départ. Mais il faut aussi s'intéresser aux effets un peu collatéraux de ce progrès technique. Et un de ces effets collatéraux, ça a été notamment peut-être
l'augmentation des souffrances à la fois faites aux animaux et aussi aux travailleurs qui travaillent dans ces systèmes industriels qui ne sont pas toujours, et aujourd'hui, vous le savez, on en entend de plus en plus parler, ne sont pas toujours très bien. Alors, maintenant, pour revenir sur la question des relations entre les humains. Donc l'élevage recouvre aussi des réalités sociales très diverses qui se traduisent depuis un demi-siècle notamment par des fortes inégalités. C'est un champ, le champ de l'agriculture, et en particulier des productions animales, quand même avec des inégalités fortes entre différents types, notamment d'agriculteurs. Et ces inégalités, elles sont le fruit en fait de la concentration des moyens de production dans des unités de production qui vont être souvent de plus en plus grandes. Donc on a une accumulation des moyens de production. Alors ça va être par exemple le foncier, ça va être le nombre d'animaux, le cheptel, ça va être aussi des accumulations de moyens de production, les capitaux économiques par exemple. Cette accumulation, comme l'a bien montré deux collègues sociologues qui sont Andy Smith et Mathieu Ansaloni, ont bien montré que cette accumulation, elle conduit à des formes de ce qu'ils appellent d'expropriation subie par en fait un grand nombre d'agriculteurs qui ne peuvent plus continuer leur activité, qui finissent par mettre la clé sous la porte, qui parfois vont très mal, qui vont parfois jusqu'au suicide. Et donc, c'est ces formes d'accumulation des moyens de production qui conduisent en grande partie à cette forme d'expropriation d'une grande partie d'agriculteurs et en particulier d'éleveurs. Et en fait, ces formes d'accumulation, elles sont liées au fait que il y a certains agriculteurs qui vont concentrer les moyens de production. Il y a certains agriculteurs qui vont concentrer aussi l'obtention des aides publiques qui sont historiquement indexées justement aux moyens de production. Donc plus vous avez de moyens de production, plus vous avez d'animaux, plus vous avez de foncier, et plus en gros les aides publiques, plus vous touchez des aides publiques. Donc vous voyez l'effet justement de concentration et d'accumulation. Et puis aussi, ces effets d'accumulation, ils sont aussi liés au fait que de plus en plus, le fruit du travail des agriculteurs est finalement exploité par d'autres, soit des négociants de l'amont, soit des négociants de l'aval, parce que l'agriculture, c'est pas que des agriculteurs. C'est un champ beaucoup plus large qui concerne des acteurs très différents et pas simplement et pas seulement des agriculteurs. Il concerne des vendeurs de semences, d'engrais, et il concerne aussi à l'aval plutôt les gens qui vont ensuite vendre les produits, le lait par exemple, ou les produits végétaux. Alors peut-être pour conclure, moi ce qui me semblait important, c'était de dire qu'il y a un enjeu aujourd'hui à se concentrer. On parle de diminution du cheptel par exemple, et on met beaucoup l'accent sur la part qu'on veut supprimer. Et moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a un enjeu fort à se concentrer plutôt sur la part qu'on veut conserver et à travailler là-dessus collectivement, notamment. Donc, la question de savoir si une agriculture sans élevage est possible ou pas, aujourd'hui, c'est d'une part très controversé scientifiquement encore. Là, il faudrait longtemps pour faire le point un peu sur les controverses autour de est-ce qu'on peut vraiment supprimer complètement l'élevage, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue agronomique, etc. Mais aussi peut-être d'un point de vue aussi sociologique notamment. Mais en tout cas, c'est scientifiquement controversé encore le fait d'abolir complètement l'élevage. Et puis aussi, c'est en gros quand même parfaitement théorique et improbable quand on regarde notamment des tendances globales actuelles et de la robustesse du système aujourd'hui de production et de consommation des produits animaux qui est encore très puissant. Enfin voilà. Donc cette question, je pense elle reste quand même. Donc en fait, l'idée néanmoins, c'est quand même de constater que même si cette question, elle reste quand même très abstraite et très improbable. Par contre, je l'ai dit, il y a un consensus de plus en plus élargi sur le fait qu'il faudrait quand même diminuer nos consommations et productions de produits animaux. Et que ça, c'est vraiment nécessaire si on veut atteindre les objectifs climatiques, notamment, qu'on s'est fixés. Et encore une fois, pas seulement des objectifs climatiques, des objectifs de santé liés aux pesticides, des objectifs ou liés à la qualité de l'eau, des objectifs de maintien de biodiversité, etc. Et malgré le fait, par contre, on voit que ce consensus, il est de plus en plus relayé dans la presse, etc. Mais le problème, c'est qu'on ne sait jamais finalement de quoi on parle. On ne sait jamais quand derrière le pourcentage de dire bon, est-ce qu'il faut réduire de, je sais pas, allez, 50% aujourd'hui le cheptel. Oui, mais de quel cheptel on parle? Les 50% qu'on va enlever, ce sont lesquels? Et surtout, ce qu'on dit vraiment jamais ou presque jamais,
c'est les 50% qu'on veut garder. Est-ce qu'on va vraiment les choisir? Est-ce qu'on se pose la question de quel type d'agriculture ou d'agriculteurs ou d'animaux on veut conserver? Finalement, assez peu, on parle assez peu de ça. Et donc la question un peu qu'il faut se poser, selon moi, c'est à qui finalement doit profiter cette diminution. Et donc se concentrer sur la proportion de cheptel à garder, sur être attentif aux questions de, pas simplement des ordres de grandeur et des quantités, mais ensuite, ces pourcentages-là, les réincarner et de se dire la qualité en fait, de ces 50% qu'on veut conserver. Et donc, toute action visant à aligner un peu l'organisation des activités d'élevage sur des objectifs climatiques, voilà, ne peut continuer, selon moi, à se concentrer sur l'annonce de pourcentages comme ça désincarnés. Elle doit définir et valoriser, et même aller jusqu'à peut-être protéger, défendre les agriculteurs qu'on souhaite, les 50%, ou si on regarde le scénario 50-50, qu'on souhaite conserver. Sinon, le risque, en fait, c'est quoi? C'est de suivre juste la baisse tendancielle. Il y a une vraie baisse tendancielle aujourd'hui du nombre d'agriculteurs et d'éleveurs en particulier, et en particulier d'éleveurs bovins. Et d'ailleurs, les acteurs de la profession ont ironisé ensuite, suite à la publication du rapport de la Cour des comptes, en disant « vous inquiétez pas, la Cour des comptes, on est déjà en train de… la chute du nombre d'éleveurs est déjà en cours, on n'a pas besoin de vos… » Mais sauf que cette baisse tendancielle, à qui elle profite? C'est ça qu'il faut regarder. Et donc, cette baisse tendancielle, il ne faut pas juste donner un pourcentage. La stratégie nationale bas carbone en agriculture là, de 2021, elle annonce quelque chose comme 13% de baisse dans les objectifs nationaux. Alors, on peut discuter des 13%, mais admettons. Mais en fait, ces 13%, c'est quoi? C'est justement, en gros, la baisse tendancielle actuelle. Sauf que voilà, la question, c'est à qui profite cette baisse tendancielle? Et est-ce que les éleveurs ou les agriculteurs qui vont rester, si on laisse faire comme ça, c'est vraiment le type d'agriculture qu'on souhaite conserver, et c'est celle qui sera… Est-ce que ce sera l'agriculture la plus vertueuse sur le plan climatique et écologique en général? Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, effectivement, on a eu Catherine qui nous a présenté l'impact de l'élevage. On arrive à cette nécessité d'avoir une baisse sur l'élevage et la question de quel type d'élevage on veut mettre en place. Maud, tu as mentionné l'importance d'avoir l'aspect social, l'aspect économique et l'aspect environnemental. Ça fait fortement penser à l'agroécologie, ou en tout cas à la définition qu'on essaie d'avoir et l'importance de ces trois piliers. Donc, pour terminer la partie table ronde, j'aurais voulu vous demander comment est-ce qu'on arrive à du coup mettre en place cette forme d'agriculture qu'on pressent, dont on voit un peu les contours, ces trois piliers super importants. Et pour ça, comment est-ce qu'on arrive à rompre ce qu'on appelle le triangle de l'inaction? Donc très rapidement, le triangle de l'inaction, c'est le monde politique qui refuse de bouger parce qu'il dit que s'il met en place des nouvelles lois, les électeurs ne vont pas voter pour lui, que c'est aux industriels de bouger et pas au monde politique. C'est l'industriel qui attend que le monde politique impose des lois ou qui dit si je change mon système, les acheteurs ne vont plus prendre mes produits. Et c'est l'individu qui attend que ces deux gros piliers, l'État et les entreprises, bougent. Donc en fait, si on attend tous que ça bouge, personne ne bouge. Et il faut arriver à le casser quelque part, ce triangle d'inaction. Donc j'aurais voulu qu'on prenne jusqu'à écart pour réfléchir à ça. Maud, tu veux commencer sur un des trois piliers? Alors, si on veut que ça bouge, alors en fait, on identifie plein de freins déjà. Donc au niveau si je regarde que les niveaux des agriculteurs, il y a la formation en fait. C'est vrai qu'on a toujours été formé au modèle productiviste et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc déjà il faut, en imaginant que la PAC sanctuarise les prairies, par exemple, si c'était vers ça qu'on souhaitait aller, puisque ça répond aux enjeux carbone et aux enjeux biodiversité. Il faut apprendre à s'en servir en fait. Et aujourd'hui, on n'a aucun cours sur le pâturage. Ça peut paraître bizarre, mais c'est une réalité. On a des cours sur le maïs complémentés avec le soja. Donc déjà, il y a une histoire de formation. On ne pourrait pas d'un seul coup demander aux agriculteurs de remettre tout en herbe. Ils ne sauraient pas faire. C'est une réalité en fait. Alors, c'est pas que ce soit long d'apprendre, hein, mais c'est juste un constat. Donc déjà, il y a, je pense forcément, l'idée de la formation et du coup des orientations des aides de la PAC, comme tu disais Antoine, c'est un enjeu crucial en fait. Aujourd'hui, la PAC ne met pas du tout l'accent sur l'actif.
ne met pas du tout l'accent sur les prairies. Et pourtant, si c'est vers moins de carbone et plus de biodiversité qu'il fallait aller, et ben c'est là-dessus qu'il faudrait mettre l'accent. Et ça, déjà par le porte-monnaie, on attire aussi des évolutions, sous réserve que derrière il y ait des formations. Et une dernière chose, concrètement sur une ferme comme la mienne et comme beaucoup de collègues, on produit moins. On produit moins et on rediversifie nos productions, c'est-à-dire qu'on remet du végétal, par exemple moi c'est des pommiers, chez d'autres ça va être des légumineuses, etc. Et donc ça sous-entend qu'il y ait des collectes partout sur le territoire. Dans l'idéal de l'agroécologie, comme tu dis, donc nous on est arrivé forcément en agriculture biologique puisqu'on n'utilise plus d'engrais, plus de pesticides, donc effectivement on est passé en agriculture biologique, mais si on voulait qu'il y ait ça partout sur le territoire, eh ben, il faudrait des filières pour ça. Et aujourd'hui, par exemple, sur la filière lait biologique, enfin la filière lait tout simplement, on est face à des industriels qui ne collectent qu'à 30 km autour de leur usine. Pourquoi ? Parce que c'est rentable. Ils ont raison, en fait, de ce point de vue-là. Sauf que si on veut l'agroécologie, partout en France, ça sous-entend des collectes. Et aujourd'hui, il n'y a que Biolait comme acteur qui va chercher dans toutes les fermes, même là où c'est pas rentable. Et qui supporte ce surcoût d'aller collecter partout, même au fin fond de la montagne, où il faut former des chauffeurs pour rouler sur des routes de montagne, où ça coûte du coup plus cher parce qu'il faut aller collecter 10 fermes quand en Bretagne, sur le même temps, on en collecte 100. Eh ben, il n'y a que Biolait aujourd'hui comme acteur qui le fait. Et donc, effectivement, ça sous-entend que derrière les filières économiques, que l'État peut-être mette au bout, est-ce que c'est aux producteurs d'assumer, pour moi, ce service public d'aller collecter partout ? Est-ce que c'est aux producteurs, à travers Biolait, de le faire ? Et est-ce que ça sous-entend pas, du coup, qu'il y a un coût qui soit pris par les industriels si on veut que cette agriculture, elle se fasse partout sur le territoire ? Aujourd'hui, c'est les producteurs qui payent pour ça. Enfin, les producteurs de chez Biolait, en l'occurrence. Voilà. Donc, si on voulait promouvoir tout ça, ça sous-entend effectivement des filières qui se réorganisent, quoi. C'est pas que aux agriculteurs de choisir. Au niveau des filières, oui, je suis complètement d'accord avec Maude. Peut-être rajouter sur l'aspect, par exemple, d'un arrêt de collecte de production et de collecte pendant 2 mois et demi. Pour les filières, c'est une optimisation qui se dégrade énormément. Donc ça s'organise, effectivement. Voilà, parce que s'il y a certaines exploitations qui produisent au printemps, à l'automne, et puis d'autres dans le creux d'été, ça pose pas de souci, parce que la collecte reste toujours stable et donc l'outil industriel est optimisé. Mais si tout le monde se met, alors je prends, c'est la caricature, mais si tout le monde se met à arrêter la production laitière en juillet-août, effectivement pour les outils industriels, les emplois, ça a des impacts. Donc effectivement la transition, elle va nécessiter de mettre les acteurs autour de la table pour construire une feuille de route et une histoire et un objectif commun et le travailler ensemble, parce que ça peut pas se faire l'un sans l'autre en fait. L'agriculteur, l'industriel vient avec des demandes auprès de l'agriculteur qui sont pas toujours simples à mettre en œuvre parce que son contexte, ses objectifs ne permettent pas cette transition-là. Et puis de l'autre côté, les agriculteurs viennent avec leur production et l'industriel, lui, va dire non, mon outil n'est pas adapté à ça. Donc il va falloir investir, va falloir derrière c'est des coûts supplémentaires, donc il va falloir que quelqu'un paye au bout. Et donc tout l'enjeu aussi économique derrière. Donc voilà, il faut vraiment mettre les acteurs des filières autour de la table pour trouver la meilleure voie vers ces objectifs-là en fait. Donc moi, peut-être pour comment changer, comment déverrouiller tout ça. Alors il y a le fait déjà de mettre l'accent sur des vraies choses aujourd'hui qui s'expérimentent concrètement. Il y a des systèmes agricoles qui sont en train de se réinventer en ce moment. Et donc là, on avait un exemple aujourd'hui, mais il y a vraiment une diversité comme ça de jeunes agriculteurs et agricultrices qui cherchent à inventer et à adapter et à ajuster leur travail à des enjeux climatiques et environnementaux en général. Donc ça, c'est important de mettre la lumière sur ces expérimentations, d'essayer d'en tirer les enseignements, de réajuster, d'être dans un processus comme ça, itératif, une espèce d'enquête collective où on est tous en train de se poser des questions. Il ne faut pas avoir l'impression qu'on a des solutions clés en main, il faut les expérimenter, il faut les adapter à chaque fois au territoire, aux situations familiales, aux situations économiques, etc. Ça, c'est un point, je pense, relativement qu'on a l'habitude d'entendre. Mais ce sur quoi aussi je voulais insister, c'est le fait que d'un autre côté, il faut montrer que c'est possible.
Et en même temps, il faut rester lucide sur le fait que ces possibilités de réinvention, pareil, elles sont pas réparties de manière égale dans l'espace social. Il y a des gens, il y a des agriculteurs, il y a des éleveurs en particulier, qui aujourd'hui sont coincés. Donc c'est pas parce que certains montrent que c'est possible pour tout le monde. Et aujourd'hui, les gens qui vivent très mal la situation dans le monde agricole, c'est des gens qui n'ont pas la même trajectoire que Maud. C'est des gens qui n'ont pas forcément la même trajectoire familiale, qui ont hérité des fois d'un outil de production qui était déjà avec des emprunts. Donc ils commencent leur activité, ils sont déjà très endettés, ils sont déjà pieds et mains liés au négoce, soit amont, soit aval. Ils n'ont pas forcément le même niveau d'études que Maud. Ils ont pas forcément. Donc voilà, ils ont des propriétés sociales qui fait qu'aujourd'hui, ces gens-là, c'est pas forcément. Donc c'est pas parce qu'on montre que c'est possible à certains endroits qu'il faut faire croire à tous les agriculteurs aujourd'hui. Il ne faut surtout pas envoyer le message de dire voyez, regardez, Maud, elle y arrive bien, pourquoi tu pourrais peut-être faire un petit effort. Non, en fait, ce n'est pas si simple. Il y a des effets de structure et des effets de socialisation qui font qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible pour tout le monde. Et donc, il y a un enjeu aussi aujourd'hui à accompagner ces gens-là, à les protéger aussi, même s'ils ont des systèmes d'exploitation qui ne sont pas du tout vertueux. Ça, on peut très bien faire du bashing sur les performances environnementales de ces exploitations, mais c'est important de comprendre leur histoire, de comprendre où ils sont, d'où ils viennent, etc. Et c'est trop facile juste de dire vous n'y arrivez pas, donc dégagez. Il faut un moment, et donc il faut que ça aussi, ça doit être un enjeu collectif. Il faut faire les deux. C'est à la fois mettre la lumière et valoriser les réussites et les gens qui prouvent que c'est possible, tout en restant lucide et en accompagnant les gens qui sont coincés et qui aujourd'hui ne peuvent pas forcément mettre en œuvre toutes ces mesures aujourd'hui. Merci. Je vous propose de laisser maintenant la parole à la salle pour les questions. Et voilà, il va y en avoir. Bonjour, merci pour cette présentation. J'ai été un peu étonné du choix des intervenants et particulièrement, en fait, je m'attendais ici au Shift, si jamais on faisait une présentation sur les impacts environnementaux de l'élevage et particulièrement de l'élevage bovin, qui est la pire production qui se fait en France au niveau bilan climatique en termes vis-à-vis de l'impact carbone à la protéine produite, d'avoir pas de contradiction sur place. Alors, moi, je ne suis pas contre discuter avec les gens qui travaillent dans l'aviation, par exemple, mais leur ouvrir une tribune sans contradiction, je trouve ça étonnant, au moins. Et donc, par exemple, on a parlé du stockage des prairies sans le mettre en vis-à-vis de la production de gaz à effet de serre par les vaches qui sont sur cette même prairie, parce que sinon on parle plutôt de 10% ou maximum 30% du stockage vis-à-vis de ce qui est émis. On ne parle pas non plus de ce qui serait stocké par la friche, effectivement, qui prend la place, ou alors la forêt ensuite, si cette prairie n'était pas exploitée. Ensuite, sur les changements qui se font et qui se déroulent actuellement, on a parlé de préserver l'élevage bovin ou des choses comme ça, alors que si on cherche des solutions, en fait, effectivement, il y a des solutions et ça se fait un peu tout seul, c'est-à-dire que sur l'élevage, c'est en train de diminuer et les pouvoirs publics, en fait, luttent contre ça. Il y a des effets de subvention, on essaye de préserver et d'installer des nouveaux agriculteurs plutôt que d'accompagner vers une sortie de ces filières toute la structure, et qui doit se faire aussi via une sortie de la consommation, parce que si on ne change pas les consommations, ça ne sert à rien, on va juste remplacer par des imports. Donc effectivement, là-dessus, il y a du travail à faire. Mais j'ai l'impression que justement ces discours-là de défense de l'élevage et de défense particulièrement de l'élevage bovin sont très bien entendus au niveau du ministère de l'Agriculture, qui est une roue qui est plutôt à l'écoute de l'intérêt particulier du secteur de l'élevage et de l'agriculture plutôt que de l'intérêt public et en particulier de l'environnement. Et que là, on continue encore
sur ces trucs-là, plutôt que de se dire comment il faut réduire, effectivement. Il y a un consensus sur il faut réduire et comment il faut réduire et qu'est-ce qu'on choisit de réduire, etc. On est encore là dans une tribune à la défense et à la gloire de l'élevage bovin. Je me permets juste de réagir. On a fait effectivement ce choix et on a fait un choix de laisser un temps long de questions-réponses, justement parce qu'on savait qu'il y aurait la contradiction dans la salle. Et merci de poser la question, elle est nécessaire, et merci d'avoir cet aspect critique sur la conférence. Je vous laisse répondre sur le fond. Quelqu'un veut... Moi, je veux bien juste commencer pour dire que ce sur quoi vous venez d'insister, j'ai l'impression de l'avoir en grande partie dit quand même. J'ai dit clairement que l'État aujourd'hui subventionne un type d'élevage, etc. Je n'ai pas ciblé sur l'élevage bovin, j'ai parlé plutôt d'élevage en général. Et donc, je pense que quand même, sur les effets structurés, et en gros la question de la responsabilité des politiques publiques, alors effectivement, je pense quand même que ça a été suffisamment dit clairement à cette tribune. Alors effectivement, on peut ensuite... on peut essayer de raffiner et ensuite de mettre un peu le doigt sur des choses plus précises. Mais sur ce point-là, voilà. On a présenté les émissions de gaz à effet de serre quand même au démarrage. Donc vous les avez. Effectivement, la compensation aujourd'hui, ça aussi entre 50% et 10% pour des systèmes de plein de maïs. Donc l'information, vous l'avez eue. Après, pas de contradiction. Voilà, c'est l'état de la production aujourd'hui. Les agriculteurs travaillent à améliorer leur système. Aujourd'hui, on mesure l'empreinte carbone, tous les impacts d'une exploitation, comme a fait Maude. Elle a fait un diagnostic environnemental, elle connaît sa situation. Les éleveurs sont engagés dans des démarches. Ça demande du temps de mise en œuvre. Maintenant, faire disparaître l'élevage, c'était pas l'objet de la conférence de vous expliquer pourquoi l'élevage est indispensable dans les systèmes agricoles. L'INRAE travaille là-dessus, c'est prouvé que voilà, on va avoir des prairies qui ne serviront à rien du tout. Ok, broussailles, forêts. On aura de l'autre côté des systèmes, d'un point de vue agronomique, on aura des systèmes grande culture, sans élevage, donc sans engrais organiques, sans bouclage du cycle, de l'azote et du carbone. Je pense que d'un point de vue global, on ne sera pas obligatoirement gagnant. Et comme l'objectif n'était pas de discuter là-dessus aujourd'hui, il y a des conférences qui sont régulièrement faites sur ces sujets, sur l'intérêt du polyculture élevage, etc. Et il faut participer à ces conférences et rencontrer les chercheurs qui travaillent sur ces sujets-là, qui seront plus compétents que moi pour y répondre de cet intérêt de l'élevage à conserver dans les systèmes. Voilà. Après, aujourd'hui, effectivement, le stockage carbone, il est lié aux prairies, il est lié aux ruminants. On ne peut pas revenir dessus. Et ça maintient la biodiversité. L'État, aujourd'hui, les prairies permanentes, on ne peut plus les retourner. Donc, il y a quand même des contraintes qui sont appliquées à l'élevage. Ça se fait progressivement. On ne peut pas changer l'élevage parce que c'est du temps long, faire évoluer les systèmes. C'est 10 ans, 15 ans. Donc, voilà, il faudra prendre le temps pour faire évoluer les systèmes d'élevage. Et j'en dirai pas plus, en fait. Voilà. Oui, en fait, effectivement, les chiffres que tu prends, en fait, ils sont ceux issus plutôt de la partie intensive de l'élevage. Et tu as raison, en fait, c'est la majorité aujourd'hui des élevages français. Moi, ce que je représente aujourd'hui, c'est une petite minorité, en fait. Donc, on est d'accord là-dessus. La difficulté, c'est que on met souvent les quelques bio verts devant pour effectivement communiquer de façon très vertueuse pour cacher qu'en fait la grande majorité c'est pas celle-là. Et c'était d'ailleurs une discussion qu'on a eue avec Mathieu, parce que quand on reprenait les chiffres de la FAO, il y avait 70% des terres qui n'étaient pas cultivables et utilisées en herbe pour des herbivores. Donc à la limite, là, il n'y a pas de question. Comme tu disais, c'est des terres qui ne sont pas cultivables. Il faut savoir qu'au Sahel, par exemple, il y a la même quantité de bovins que dans toute l'Europe. Sauf qu'eux, ils les nourrissent pas du tout de la même façon, parce que c'est que des nomades. Et donc, tu as raison, en fait, c'est surtout comment on argumente la présence ou pas de l'élevage. S'il s'agit de mettre en avant les prairies, mais qu'en fait, derrière les systèmes qu'on subventionne, c'est pas cela, alors oui, ça pose clairement un problème. Par contre, dans la discussion que tu as, il ne faut pas pour autant dire, être un peu manichéen, l'élevage c'est mauvais, on jette tout. Parce que, et là moi je suis là pour montrer qu'en fait effectivement c'est possible, par contre c'est carrément un autre cerveau qu'il faut avoir, il faut travailler autrement, on est d'accord, et progressivement, parce qu'en fait on réapprend complètement autre chose, et c'est ça qui est passionnant aussi. Et le risque en fait à être trop manichéen comme ça, c'est que moi je le vois concrètement, parce que j'ai de moins en moins de voisins agriculteurs, c'est que les fermes qui arrêtent,
elles vont où? Ces terres, majoritairement, elles sont reprises soit, dans mon coin, je suis en Bretagne, par des éleveurs de porcs industriels, soit ça part à l'agrandissement en grande culture, et donc ces terres bio repartent au conventionnel, et comme c'est le système majoritaire, à grand renfort de pesticides et d'engrais. Alors, quand on pèse dans la balance un peu des deux, et d'aide publique, puisqu'effectivement, ils les concentrent, comme tu disais tout à l'heure. Donc c'est ça aussi, il faut aussi voir la réalité vue de notre champ, c'est qu'en fait, quand on casse complètement l'élevage sans nuance, en fait, malheureusement, on va vers encore plus d'industrialisation, et on sert ce truc-là. Donc, moi, je pense qu'il faut plutôt jouer effectivement sur démonter les discours. Ouais, vous nous mettez la pastille verte devant le nez, mais on sait bien, la majorité, c'est pas celle-là. Et par contre, on aimerait soutenir, certes, une minorité, mais qui peut prendre la place demain. Et concrètement, nous, sur notre élevage, c'était spécialisé en bovin lait quand on l'a reprise. Aujourd'hui, on l'a diversifié et c'est plus de la polyculture élevage. Et l'élevage a ce rôle d'apporter de la fertilisation naturelle, d'entretenir effectivement. Et oui, une terre en prairie permanente stocke beaucoup plus que des broussailles. D'autant plus après, quand on parlait des feux. Quand on a vu, nous, dans les Monts d'Arrée, on a eu des feux pour la première fois dans le Finistère. Où est-ce qu'ils se sont arrêtés? Dans des prairies. Alors, justement, conservons les éleveurs de prairies. Peut-être qu'on sera moins éleveurs de vaches laitières, mais plus éleveurs de prairies. Peut-être qu'on peut nous donner cette nouvelle mission. Moi, je suis d'accord pour qu'on change la mission des agriculteurs. Avant, on avait demandé de produire. Demain, peut-être qu'on leur demandera de protéger et effectivement de stocker du carbone, de protéger la biodiversité, etc. Et d'être un petit peu payé aussi pour la production, parce qu'on a quand même tous besoin de manger. Mais changeons la mission, peut-être. Oui, bonjour à tous et merci beaucoup pour cette table ronde que j'ai trouvée personnellement très intéressante. Et je pense que c'est vraiment bien de pouvoir mettre en avant les exemples positifs. Moi, je voulais élargir un petit peu le sujet parce qu'on a vu beaucoup de production sur le lait, mais une vache qui produit du lait, ça produit aussi de la viande. Et donc, je pense qu'il faut aussi aborder ce sujet de production de viande. Et si je ne me suis pas trompée, sur la photo que vous avez montrée, vous n'avez pas des Primolstein dans votre troupeau, mais bien probablement des races mixtes. Et j'aimerais bien que vous puissiez élaborer un petit peu là-dessus parce que je pense qu'en changeant aussi les races qu'on utilise dans vos élevages, on peut faire double effet qui se coule, c'est-à-dire produire du lait de bonne qualité, mais aussi en fin de vie de la viande de bonne qualité qui peut être valorisée beaucoup mieux qu'on peut le faire avec des Primolstein. Donc c'est aussi probablement tout un mode de production plus global qu'il faut considérer. Et puis juste pour terminer, un petit commentaire sur ce que vous avez mentionné aussi, la reconversion vers de la production intensive de porc. Je pense qu'il y aurait beaucoup, beaucoup plus à dire sur les effets négatifs de ces productions intensives de porc et de poulet nourris majoritairement à partir de céréales importées qui sont liées à la déforestation. Et vraiment, du coup, mettre l'accent sur les bénéfices de l'élevage des ruminants. Eh bien, tout à fait. Vous avez un bon coup d'œil. En fait, nous, c'est des vaches multicolores. On est parti d'un troupeau effectivement classique de Primolstein. Et en fait, quand on veut faire avec de l'herbe et encore plus en ayant des animaux qui veulent en début de printemps, on a cherché finalement des animaux qui soient rustiques. C'est-à-dire qu'ils soient naturellement fertiles, qui vivent longtemps. Parce que comme je produis moins, si je veux gagner ma vie, il faut que mes animaux ils vivent longtemps. Et donc du coup, ça passe aussi par une recherche de rusticité des animaux et donc par du croisement en fait. Et c'est vrai que les races pures, ça fait des vaches qui produisent peut-être 12 000 litres, mais qui font de lactation. Et donc énormément de casse, énormément du coup de veaux à élever, de génisses à élever, donc d'alimentation pour des animaux qui entre guillemets ne produisent pas. Donc nous, on a fait complètement à l'inverse. Effectivement, on a croisé. Nous, on a des animaux qui vivent très longtemps sur la ferme. Et on a choisi effectivement de les croiser avec des races mixtes parce que, alors déjà, nous, dans le système, on ne produit pas beaucoup. N'importe quelle race, à peu près, peut produire ce que produisent nos vaches. Donc, on n'a pas de choix trop difficile. Et après, en fait, on cherche plutôt la qualité du lait. Donc, on produit moins de volume, mais effectivement plus de taux de matière protéique, de matière grasse. Donc, au moins, quand on transporte notre lait, il y a de la matière dedans. Et surtout, effectivement, ça nous permet d'avoir des élevages de viande. Parce qu'évidemment, pour avoir du lait, il faut des veaux. Je l'apprendrai à personne. Mais du coup,
on ne veut élever qu'un tout petit nombre d'animaux en lait, puisque nos animaux vivent longtemps. Donc on n'a pas besoin d'un renouvellement très important. Donc en fait, tous les autres croisements, on les fait en race à viande, et du coup, ça nous fait des très beaux animaux élevés à l'herbe. Et petite nouveauté qui est quand même un gros changement pour le monde agricole, c'est qu'aujourd'hui, on est en train d'expérimenter un contrat avec des éleveurs d'allaitants qui jusque-là faisaient également leur propre naissage, etc. Aujourd'hui, ils élèvent nos animaux croisés viande et ils sont intéressés par ça. Donc c'est nous qui faisons toute la phase d'allaitement. Ils sont élevés sous les mers. Donc ça fait des veaux qui grandissent très bien, qui sont du coup solides parce qu'ils ont eu l'alimentation qui leur convenait, et qui ensuite partent en élevage parce que nous n'aurions pas suffisamment de surface, ou alors il faudrait que nous on s'agrandisse, mais c'est pas notre objectif. On préfère des éleveurs nombreux que des gens qui concentrent tout. Donc on envoie nos animaux dans des élevages à l'herbe qui auparavant effectivement n'élevaient que des vaches pour la viande. Voilà, donc effectivement ça, c'est une double fin en fait. C'est le lait, la viande, etc. Merci. Bonjour, je m'appelle Sébastien. D'abord, bravo Maude pour ce que vous faites, c'est top, merci beaucoup, merci à tous. J'ai une question pour vous Maude, c'est justement, on a parlé des autres agriculteurs voisins. Comment vous les sentez? Est-ce qu'ils vous crèvent vos pneus? Est-ce qu'ils vous tirent sur votre chien? Ou au contraire, est-ce qu'ils sont intéressés? Est-ce qu'ils sont positifs? Et j'ai une autre question pour Catherine. Peut-être les chiffres que vous avez montrés, ils sont représentatifs de quel élevage? J'ai eu l'impression qu'il parlait beaucoup justement d'élevage français en pâturage. J'ai pas vu par exemple de changement d'utilisation des sols, d'utilisation du soja. Alors est-ce que c'est des chiffres qui ne présentent qu'un type d'élevage, qui sont représentatifs du lait, de la viande qu'on consomme? On peut préciser un petit peu ça. Merci. Rapidement, effectivement, l'entourage, je vais le chercher ailleurs. C'est vrai que dans l'entourage des agriculteurs autour, on n'a pas beaucoup de discussions parce que je suis dans une zone où en fait je suis la seule agricultrice bio sur des kilomètres. Donc, mais j'ai la chance de faire partie d'un CIVAM, donc c'est des associations d'éleveurs en éducation populaire. Et donc on se retrouve en groupe d'échange, ce qui permet énormément de se conforter, d'autant plus quand on va sur des trajectoires encore plus... Enfin, on a poussé les curseurs encore plus loin. Hein. Même les collègues des CIVAM, quand ils nous ont vus aller vers le tout-terme en prairie permanente, il y en a qui nous l'ont dit 10 ans après, on a eu peur pour vous. Tellement c'est choquant en fait. Après, moi je le vis bien. Déjà, je suis pas issue du milieu agricole. Mon conjoint, par contre, l'était. Alors lui, il a eu suffisamment d'ouverture d'esprit pour accepter le changement. C'était beaucoup plus dur pour ses parents, par contre, hein, qui ont eu très très peur pour nous. Mais si vous les mettez à l'herbe, vos vaches elles vont mourir. Enfin, des trucs comme ça très durs qu'on a reçus tous les jours. Après, je trouvais tellement ça génial que je me suis pas du tout posé de questions. Et je me disais, en fait, si personne fait comme ça, c'est juste parce que on communique pas dessus. Naïvement, je me suis dit ça. Et puis en fait, plus on a communiqué dessus, et aussi on a écrit un livre, parce qu'on a été de plus en plus nombreux à le faire, donc on a attendu 10 ans de référence pour pouvoir écrire, avoir de la matière, etc., le faire valider par des chercheurs aussi. Mais ça a amené à une communication. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, non, effectivement, c'était pas qu'un problème de communication. C'est qu'on change complètement le métier. Nous, on travaille moins, alors que la valeur de l'agriculture, elle est dans le travail. Donc en fait, et puis aussi, c'était comme remettre en cause ce qu'ils avaient toujours fait. Alors que moi, ce que je voulais, c'était pas ça. Je voulais juste dire, mais ça peut être aussi génial en fait, l'agriculture et l'élevage, mais par contre, on le fait complètement différemment. Donc ouais, j'ai perdu un peu de naïveté. Après, voilà, on trouve toujours un réseau qui pense comme nous. La difficulté, c'est d'en sortir et d'aller apporter ailleurs. Et c'est un peu l'exemple d'aujourd'hui en fait. D'essayer d'aller trouver de la contradiction. Mais on ne me crève pas les pneus. Alors pour les chiffres, donc c'est bien les chiffres français.
du troupeau bovin viande que j'ai présenté sur l'herbe. Alors peut-être sur d'autres chiffres que vous pouvez avoir, ce qui peut perturber, par exemple, Maud parlait de 15% de pâturage, mais ça concerne les vaches laitières. Et moi, les chiffres, ça contient aussi les jeunisses. Et c'est souvent les jeunisses qui valorisent les prairies. Donc ce qui est logique, hein, le troupeau laitier, il a besoin des jeunisses de renouvellement. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que ça vous étonne ces chiffres, parce qu'effectivement, au final, quand même, nos ruminants continuent à manger de l'herbe. Alors la part de maïs est bien de 20%. Alors au niveau concentré, effectivement, cette partie-là, on est beaucoup moins autonome. On achète pas mal, hein, dans les élevages. Et on a alors le tourteau de soja, parce que c'est celui-là qui fait plus débat avec la déforestation, on est à 2%. Alors c'est des moyennes françaises, à nouveau. Il y a une variation très importante entre un système qui va être très intensif en maïs et puis un système herbagé. Bien évidemment, la part de tourteau de soja dans les concentrés achetés sera plus ou moins important, sachant quand même qu'il y a beaucoup de travaux engagés par de nombreuses laiteries pour substituer le tourteau de soja par du tourteau de colza et donc non lié à la déforestation. Donc ça, c'est des gros enjeux qui sont bien pris en compte, hein, par la filière. Donc progressivement, de toute façon, les achats de tourteau de soja devraient disparaître et plus se baser sur des productions européennes, voire françaises. Et aujourd'hui, on redéveloppe le soja. Et les agriculteurs travaillent pas mal aussi sur l'autoconsommation en produisant des tourteaux et tourteaux gras. Voilà. Après, ça reste compliqué à mettre dans les rations. À nouveau, ça demande du temps à mettre en œuvre. Mais voilà. Donc, c'est bien des chiffres réels. Bien sûr, toujours pareil, c'est une moyenne. Il y a différents systèmes au sein de la moyenne. Bonjour, merci pour la conférence et merci. Alors ça fait un peu sexiste, je suis désolé, mais je remercie surtout Monsieur Doré pour l'aspect recul qui a été apporté, parce que par rapport au début, j'étais un peu laissé sur ma faim par rapport à la question qui était posée, hein, parce que ça a commencé en gros comme avec cette question, mais en gros c'est une question provocatrice et on va se ramener à des choses plus réalistes, etc., etc. Donc j'étais un peu surpris par ça. Et merci du coup aux gens qui ont posé des questions qui ramènent un peu plus de recul, je trouve. Alors moi j'ai des remarques et j'ai pris des notes pour rien oublier, mais en gros la question qui suivra, c'est qu'est-ce que vous en pensez, quel est votre avis là-dessus? Alors ça a été un peu souligné, mais déjà il y a celle qui a particulier des bovins, ça concerne très peu d'animaux. Et on a parlé aussi très rapidement du cas des prairies sur lesquelles on pouvait rien faire, on pouvait pas faire de culture, donc il faut absolument faire des bovins. Et j'ai l'impression que c'est très mis en avant. Donc de ce que j'en sais, c'est une stratégie qui est quand même assez explicite du lobby en gros de la viande pour parler de ça. En gros, ça cache, comme vous avez dit, la pastille verte, hein, qui est devant, qui cache l'élevage intensif avec 95% des cochons qui sont en élevage intensif, les poulets c'est 80% si je me rappelle bien, etc. Donc il y a ce point-là qui m'a posé question. Et en fait, tout ça, ça fait un peu un effet de halo au niveau de la consommation individuelle, je trouve. Sur, en gros, bah tiens, tel jour, j'ai mangé de la viande d'un animal, d'une vache qui était globalement heureuse. Donc, en gros, je suis quelqu'un de super. Du coup, je fais plus attention à ma consommation de viande à côté. Et je trouve que c'est problématique surtout dans cet environnement où on est censé avoir un aspect global de faire des choses comme ça que personnellement, peut-être que je suis un peu biaisé, mais je trouve un peu malhonnête de se focaliser vraiment sur cet élevage-là bovin qui est vraiment un cas particulier du cas particulier. Voilà. Alors plus précisément, ça a à peu près été dit, mais on est aux universités sur une histoire d'imaginaire rêvant citoyen et de développer les imaginaires pour inventer un monde nouveau, si j'ai bien compris. Je trouve ça dommage donc de bloquer directement la réponse à la question qui pourrait, j'imagine, être oui si on s'y mettait vraiment. Est-ce que c'est vraiment... Alors je pense que ça va être assez clair sur à quel endroit du spectre sociologique je me trouve avec ma question, mais est-ce que c'est trop dur d'imaginer un autre rapport aux animaux non humains dans lesquels on les met pas à mort à la fin? Parce qu'en fait, même si on se met ensemble autour d'une table, on se met d'accord pour dire qu'il faut des prairies pour bloquer les incendies, pour stocker du carbone, etc. Est-ce que ça nécessite à la fin de prendre un couteau, de leur trancher la gorge et de les mettre à mort de façon prématurée pour les manger, quoi? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'on en a besoin? Et ça, c'est jamais vraiment remis en question, je trouve. Alors après, c'est l'aspect éthique, c'est pas vraiment l'aspect environnemental, mais je trouve ça dommage de vraiment se bloquer cet imaginaire-là, surtout aux universités où on voit que qu'on est centré là-dessus, quoi.
Et pour terminer, encore une fois, c'est mon avis, enfin c'est mon impression. Je trouve que si on regarde plus loin, donc à ce niveau-là, pour l'instant, on n'en a pas grand-chose à faire de la vie des animaux. Est-ce que c'est pas lié justement à la crise environnementale, si on fait des liens plus larges, où il y a une partie, donc échelle individuelle, en gros, je veux assouvir mes besoins sans faire attention aux impacts sur les autres. Il y a aussi un aspect, si on regarde plus loin, nord-sud, les pays du nord, les pays du sud, en gros, nous, on se gaffe pendant qu'on exploite les autres et qui subissent les conséquences les plus graves. Et donc, si on prend plus loin, j'ai l'impression qu'il y a aussi, au niveau de l'espèce, est-ce qu'on se focalise pas sur les intérêts de notre espèce et de prendre les animaux non humains pour des moyens et plutôt que pour des fins. Alors, je suis désolé, ça part un peu dans tous les sens, mais en gros, c'était mes réflexions. J'aime bien avoir vos avis là-dessus. Merci. Oui, merci pour vos 3 points. Et les 3, j'ai envie de réagir aux 3. Je vais essayer de me souvenir des 3. Alors, le premier, c'était un peu la focale bovin. Alors là, pareil, je ne dis pas que c'est bien ou pas de l'avoir fait, mais moi, j'interprète ça comme, quand je regarde en tout cas les débats en tant que sociologue public autour des questions de relations élevage-société en lien avec les enjeux climatiques, je crois que la focale sur bovin, elle est entre autres liée à des questions très matérielles, qui fait qu'aujourd'hui, c'est eux qui émettent en termes de gaz à effet de serre. Alors, j'ai pas en termes les chiffres, mais à côté des porcins et en termes d'émissions directes, et notamment les remontées entériques, méthane, etc. Après, c'est là où on peut s'intéresser aux chiffres et de se dire oui, mais les émissions indirectes, c'est quoi? Parce que justement, vous avez dit l'élevage intégré de monogastriques, d'une part, ça fait circuler, on leur fait manger des choses qu'on fait circuler à l'échelle du globe. Ils sont aussi on les nourrit avec des choses avec lesquelles nous, on pourrait se nourrir. Parce qu'un chiffre qu'on n'a pas donné aussi quand même, je crois que c'est Sol Agro qui dit ça, c'est que 40% des terres arables en France sont mobilisées par l'élevage, en gros. Terres arables, ça veut dire cultivables. Donc ça veut dire qu'en gros, ça c'est des surfaces, quand on parle de souveraineté alimentaire à l'échelle du pays et tout, c'est aussi de se dire qu'est-ce qu'on fait de ces terres arables? Est-ce qu'on les réattribue toutes à l'alimentation humaine? Mais dans ce cas-là, du coup, il y a certaines prairies qui vont sauter, parce que je pense qu'il y a des prairies aujourd'hui, quand on dit les prairies, on va les... Bon voilà, mais ça c'est un débat à avoir, je ne dis pas qu'il faut le faire, hein, mais en tout cas de se dire aussi les prairies, dans les prairies aujourd'hui, il y a des terres arables. Donc c'est aussi peut-être à se poser cette question. Le point que je voulais dire aussi, c'est qu'on met beaucoup l'accent sur bovin, mais c'est vrai qu'il y a d'autres ruminants aussi dont on parle moins et qu'il faut aussi, je pense, je travaille beaucoup sur le pastoralisme en milieu montagnard notamment, où là c'est pas des terres arables, et il y a beaucoup de ces zones-là qui sont valorisées par des ovins aussi. Donc oui. Si je peux juste réagir aussi sur la question des bovins, c'est parce qu'on est à l'univers shifté, que le Shift a publié le PTEF, plan de transformation de l'économie française, et que la partie agricole parlait de la diminution de l'élevage en faisant un focus sur le bovin, alors qu'il y a d'autres scénarios qui vont faire une diminution de l'élevage sur la partie porcin. Même les scénarios ne sont pas d'accord là, et tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut baisser l'élevage, et après quel élevage, ça varie selon les scénarios, et le Shift est plutôt parti sur la partie bovin, d'où le fait qu'on a parlé aussi des bovins. Ouais. Et puis il y a plein de controverses sur le fait que les bovins, justement, il y a cette ambiguïté sur le fait qu'ils valorisent aussi ils ont une valeur environnementale qui, pareil, est à discuter, à objectiver, alors que sur les autres espèces, c'est plus délicat. Donc voilà. Sur la partie morale, sur finalement, est-ce que ça doit forcément se traduire à la fin par la mise à mort des animaux? Là, comme vous l'avez dit, c'est une question morale. Moi, je n'ai pas à me prononcer là-dessus, si ce n'est à constater que c'est effectivement une vraie question qui se pose aujourd'hui, dans certains contextes, pas d'autres. Cette question, je l'ai rappelé en début, elle se pose moins dans des peuples, je ne sais pas... Oui, je peux préciser, mais c'est en France. Hein. Moi, je parle en France. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, mais ça veut dire aussi, si on fait des choix de cet ordre-là en France aujourd'hui, quel message ça donne d'un point de vue... Parce que si c'est pour des raisons morales, il y a une espèce d'absolu, quoi. C'est-à-dire ne pas tuer un animal parce que c'est mal en soi, en fait. Mais du coup, il faut aussi se poser des questions de comment ensuite ça va transformer nos relations avec d'autres aires culturelles. Où justement on ne peut pas... du coup, c'est quand même pas facile à gérer aussi ce genre de choses. Ça veut dire que si dans l'absolu, c'est pas bien d'aller jusqu'à la mise à mort de l'animal, ou alors à partir de quand on estime qu'une mise à mort est acceptable ou pas? Est-ce que du coup, dans l'absolu, c'est inacceptable? Et ça, il y a des gens qui vont défendre cette posture, et pourquoi pas? Ou alors, est-ce qu'on est sur une question de degré?
Et du coup, la question, c'est de se poser à partir de quand on estime qu'une mise à mort, elle est acceptable ou pas. Ça, c'est vraiment une question aussi mais du coup, est une question morale et politique qui, du coup, je pense, suppose des débats longs qui sont en cours et qui doivent effectivement avoir cours, quoi. Et la troisième, j'ai oublié le troisième point, mais j'avais aussi des choses à dire. Mais je vais peut-être. La troisième, c'était sur l'aspect, en gros, l'aspect individuel, je pense, non? Après, on passe nord-sud, et après, j'avais fini là-dessus. J'ai perdu ma page, mais Je vais passer j'ai dit beaucoup de choses, désolé. Oui, donc je vais passer la parole comme ça. Peut-être ça me reviendra. Ça va te revenir peut-être. Alors une de tes premières idées là, c'était sur manger du steak mais d'une vache heureuse, etc. Alors il faut savoir que si rêvons un peu, s'il y avait que des élevages très herbagés comme celui que je viens de vous présenter ou comme plein de nuances qui existent, il y aurait moins de viande en fait. Parce que de fait, on en produit beaucoup moins. Et même nous, du coup, personnellement, on en mange très peu. Donc, de toute façon, cette consommation, soit elle serait importée, soit de toute façon, elle serait moindre ou très chère. Donc, non, on ne mangerait pas de la vache heureuse, ou alors qui vient d'Argentine. Donc, il faudrait aller au bout, justement, du truc. Voilà, on n'a pas le temps aujourd'hui. Après, sur cette idée de tuer les animaux ou pas, alors moi personnellement, je ne supporte pas de les tuer. Hein, c'est pas du tout. Sauf qu'aujourd'hui, on ne peut pas demander tel quel aux producteurs de ne pas les tuer, parce qu'il y a une histoire quand même de rentabilité à la fin. Oui, mais comme a dit votre voisin, je ne faisais pas porter toute la charge sur les... Ben non, c'est ça, on voit bien que c'est beaucoup plus large. En fait, il faudrait que, voilà, qu'il y ait, j'en sais rien moi, des primes à des prairies qui sont pour des vaches en retraite, ou j'en sais rien. Enfin, mais justement, si c'est ça le but, on peut le mettre en place. Par contre, il faut mettre pas mal d'acteurs autour de la table pour le faire. Après, moi, je le vois vraiment, mon métier, comme une coopération. Justement, quand tu disais si on mettait ces terres en herbe, est-ce qu'il y a besoin des ruminants? Ben oui, parce qu'en fait, ces ruminants, ils le font sans énergie fossile. Et il y a un truc qu'on n'a pas du tout abordé aujourd'hui, c'est ça. C'est que l'agriculture, comme je la fais en système herbagé, on n'utilise presque rien en énergie fossile. Et si on venait à ne plus avoir de ruminants, admettons, à part des ruminants sauvages, des herbivores sauvages, et ben en fait, on viendrait mécaniser. Non, mais je parlais justement d'avoir encore les mêmes ruminants, oui, mais sans les mettre à mort à la fin. Ce serait la même chose qu'actuellement. Ah oui, par exemple, on a le droit de les traire, mais pas, enfin bon, bref, voilà, ça serait des débats infinis. Mais voilà, en tout cas, je trouve qu'il y a aussi un enjeu sur les énergies fossiles, parce qu'en fait, l'agriculture qu'on est en train, pour l'instant, de mettre en place, c'est pas les miennes, hein, elle est énormément consommatrice d'énergie fossile. Et dans le mode de production, parce qu'il faut beaucoup de mécanisation, et dans l'importation, donc ce qui suppose que l'énergie ne soit pas chère pour importer les tourteaux, pour les fabriquer, etc. Donc je pense que de toute façon, il y aura des questions à se poser quand on voit là l'énergie que ça prend. Par exemple, concrètement, nous, pour produire, alors d'après l'IDEL, on produit en produits laitiers l'équivalent de 1000 personnes françaises en protéines animales, donc ça compte pas les pommes, etc. On a besoin de ce que consomme un foyer français en carburant. Donc, remettons un peu de la nuance aussi, quoi. C'est que finalement, nous tous individuellement, on est beaucoup plus consommateurs. Par contre, d'un élevage comme le mien, on est d'accord que c'est pas la majorité. Mais voilà, on peut aussi produire de l'alimentation en respectant l'animal et en limitant notre coût d'énergie fossile. Je suis désolé, nous avons un timing à respecter. Vous allez pouvoir continuer de discuter avec les intervenants. Maud, donc, a écrit un livre qui s'appelle Les villages de printemps. Elle est en séance de dédicace à côté de la librairie tout à l'heure, donc vous pouvez aller la voir. Antoine a publié un livre qui s'appelle Sociologie de la cause animale, qui est disponible à la librairie. Et vous restez à côté pour discuter, continuer le débat. Par contre, on va libérer la salle pour la suite. Je suis désolé, je sais qu'il y a plein d'autres questions. Mais merci à tous et merci aux trois intervenants.